Il existe des lois invisibles qui gouvernent la psyché humaine, des principes profonds que Carl Jung a passé sa vie entière à cartographier dans les territoires mystérieux de l'inconscient collectif. Ces lois ne sont pas des constructions théoriques abstraites, ce sont des forces archétypales qui sculptent ta réalité intérieure, qui façonnent tes rêves, tes relations, ta façon même de percevoir l'univers. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression étrange qu'il existe quelque chose de plus grand que toi, une intelligence cosmique qui tisse des fils invisibles entre les événements de ta vie, créant des patterns que ta raison ne peut expliquer, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Jung a découvert que notre psyché n'est pas isolée. Elle participe à un océan de conscience, partagé par toute l'humanité, un espace où les symboles, les archétypes et les expériences universelles se rencontrent dans une danse mystérieuse qui transcende le temps et l'espace. Ces 7 lois que je vais te révéler aujourd'hui ne sont pas simplement des concepts psychologiques, elles sont des clés qui ouvrent les portes vers une compréhension profonde de qui tu es vraiment, de pourquoi tu souffres, de comment tu peux te transformer. Chaque loi représente une vérité que Jung a extraite de milliers d'heures d'observation clinique, de contemplation philosophique, d'exploration des rêves et des mythes de toutes les cultures humaines. Ce que tu vas découvrir maintenant va changer la façon dont tu comprends ta propre existence, parce que ces lois révèlent que tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers se connaissant lui-même, à travers ton expérience unique. Pourquoi certaines personnes semblent naviguer la vie avec une grâce mystérieuse, comme si elles étaient alignées avec des forces cosmiques invisibles, tandis que d'autres luttent constamment contre des résistances qu'elles ne comprennent pas? Jung a révélé que cette différence ne vient pas du hasard, elle vient de la compréhension consciente ou inconsciente de ces lois psychiques universelles. Ton ego croit qu'il contrôle ta vie, qu'il prend des décisions rationnelles basées sur la logique et la volonté consciente. Mais Jung a démontré quelque chose de profondément troublant. La partie consciente de ta psyché n'est qu'une infime fraction de ce que tu es vraiment, comme la pointe visible d'un iceberg immense dont la majeure partie reste cachée sous la surface des eaux profondes de l'inconscient. C'est dans ces profondeurs que résident les archétypes, ces patterns universels d'expérience humaine qui transcendent la culture, l'époque, la géographie. C'est là que vivent la mère, le père, le héros, l'ombre, l'anima, l'animus, le sage, le trickster. Tous ces personnages intérieurs qui influencent tes choix, tes émotions, tes relations sans que tu en aies la moindre conscience. Les neurosciences modernes commencent à confirmer ce que Jung pressentait intuitivement. Notre cerveau fonctionne majoritairement en mode automatique, générant des prédictions basées sur des patterns accumulés depuis notre naissance et même avant à travers l'héritage psychique collectif de l'humanité. Lisa Feldman-Barrett a révélé que nos émotions ne sont pas des réactions passives au monde extérieur. Elles sont des constructions actives que notre cerveau crée en anticipant ce qui va arriver, en se basant sur l'encyclopédie immense de toutes les expériences passées de notre espèce. Ces 7 lois que Jung a découvertes sont comme des portes vers la libération psychologique parce qu'elles te permettent de passer de l'inconscience à la conscience, de la fragmentation à l'intégration, de la souffrance aveugle à la transformation éclairée. Chaque loi représente un principe d'organisation de la psyché qui, lorsqu'il est compris et intégré consciemment, te donne accès à des ressources intérieures que tu ne soupçonnais même pas. Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage le plus important qu'un être humain puisse entreprendre, devenir qui tu es vraiment, intégrer tous les fragments dispersés de ton être en une totalité cohérente et authentique. Ce n'est pas un chemin facile, parce qu'il demande de confronter tout ce que tu as refoulé, nié, projeté sur les autres. Il demande de descendre volontairement dans les territoires obscurs de ton ombre. Ces parties de toi que tu as jugées inacceptables et que tu as enfermées dans les cachots de ton inconscient. Mais c'est précisément dans cette descente que se trouve la possibilité d'une véritable transformation. Parce que, comme le disait Jung, ce que tu ne rends pas conscient
se manifeste dans ta vie comme destin. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration en trouvant du sens même dans l'horreur absolue, enseignait que l'être humain peut tout endurer s'il comprend le pourquoi de sa souffrance. Ces lois jungiennes te donnent accès à ce pourquoi. Elles révèlent les motifs cachés dans la tapisserie complexe de ton existence. Maintenant, prépare-toi à plonger dans ces mystères, parce que ce qui va suivre va transformer ta compréhension de toi-même et de l'univers qui t'habite. La première de ces lois mystérieuses concerne quelque chose que tu as certainement vécu sans pouvoir l'expliquer rationnellement. As-tu déjà pensé intensément à quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années, et quelques heures plus tard, cette personne t'appelle sans raison apparente? As-tu déjà ouvert un livre au hasard exactement sur la phrase qui répondait à la question existentielle que tu te posais dans le silence de ton âme? As-tu déjà ressenti cette certitude troublante qu'un événement était destiné à arriver, comme si l'univers conspirait pour te faire vivre cette expérience précise à ce moment exact? Jung a donné un nom à ce phénomène que la science matérialiste refuse encore d'accepter pleinement: la synchronicité. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la coïncidence aveugle, c'est un principe de connexion acausale qui révèle que ton monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas séparés comme ton ego le croit. Ils sont reliés par des fils invisibles de signification profonde. La synchronicité se manifeste quand un événement psychique intérieur coïncide avec un événement externe, d'une manière qui transcende complètement la probabilité statistique et la causalité mécanique. Jung a passé des décennies à documenter ces phénomènes dans sa pratique clinique, observant comment ses patients vivaient des coïncidences impossibles précisément au moment où leur psyché traversait des transformations profondes. Un patient rêve d'un scarabée doré, symbole égyptien de renaissance, et au moment exact où il raconte son rêve à Jung, un véritable scarabée frappe à la fenêtre du cabinet. Ce n'est pas de la magie, c'est la manifestation d'une loi psychique qui révèle que l'inconscient collectif et la matière partagent une réalité commune plus profonde que ce que nos 5 sens peuvent percevoir. Les coïncidences ne sont pas des accidents, ce sont des conversations entre ton âme et l'univers. Quand tu commences à prêter attention aux synchronicités, tu découvres qu'elles se multiplient, comme si ta conscience élargie créait un champ magnétique qui attire les événements significatifs vers toi. Antonio Damasio a démontré dans ses recherches que nos émotions ne sont pas séparées de notre cognition, elles sont le langage fondamental que notre corps utilise pour nous guider dans le monde. Les synchronicités fonctionnent de la même manière. Elles créent une résonance émotionnelle qui te dit que tu es sur le bon chemin, que tu touches quelque chose d'authentique dans les profondeurs de ton être. Jung croyait que ces phénomènes révèlent l'existence de ce qu'il appelait l'unus mundus, le monde unitaire sous-jacent, où psyché et matière ne sont pas divisées, mais forment une réalité unique et indivisible. Les neurosciences modernes commencent à comprendre que notre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur passif qui enregistre la réalité objective, il construit activement notre expérience du monde en générant des prédictions constantes. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau est une machine à créer du sens. Il cherche continuellement des patterns, des connexions, des significations, même là où la probabilité pure dirait qu'il n'y en a pas. Mais ce que la science ne peut pas encore expliquer, c'est pourquoi certaines de ces connexions portent une charge de sens si puissante qu'elles transforment complètement la trajectoire d'une vie. Albert Camus écrivait que l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain à trouver du sens et le silence déraisonnable du monde. Les synchronicités sont comme des fissures dans ce silence, des moments où l'univers semble répondre directement à tes questions les plus profondes. Jung racontait qu'il avait appris à faire confiance à ces signes, à les suivre, même quand sa raison lui disait que c'était irrationnel. Il avait compris que ces coïncidences significatives sont des manifestations de l'archétype du soi, cette instance centrale de la psyché, qui cherche constamment à te guider vers ton individuation, vers la réalisation de ton potentiel le plus authentique.
Quand tu ignores les synchronicités, quand tu les rejettes comme de simples hasards, tu fermes une porte précieuse vers la communication avec les couches les plus profondes de ton être. Mais quand tu les accueilles avec curiosité et humilité, quand tu leur demandes quel message elles portent pour toi, tu ouvres un canal de guidance intérieure qui peut transformer complètement ta façon de naviguer la vie. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie des profondeurs, appliquée à l'art de vivre consciemment. Maintenant, tu peux commencer à tenir un journal de synchronicité, noter ces moments où le monde extérieur semble refléter mystérieusement ton monde intérieur, et observer les patterns qui émergent au fil du temps. Ces patterns te révéleront les thèmes archétypaux qui travaillent dans les profondeurs de ton inconscient, cherchant à se manifester dans ta vie consciente. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois savoir sur la synchronicité. Elle n'apparaît pas de façon aléatoire, elle émerge particulièrement au moment de crises existentielles, de transformations profondes, de mort psychologique et de renaissance. C'est comme si l'univers envoyait des signaux de navigation précisément quand tu es le plus perdu, le plus fragmenté, le plus désespéré de trouver un sens à ce qui t'arrive. Les patients de Jung vivaient les synchronicités les plus puissantes, exactement au tournant critique de leur thérapie, au moment où ils étaient sur le point de faire une percée majeure dans la compréhension de leur psyché. Ces coïncidences impossibles servaient de confirmation que le processus thérapeutique touchait quelque chose de réel et de profond, pas seulement des fantasmes ou des constructions mentales. Freud aurait peut-être interprété ces phénomènes comme des projections, comme des manifestations du désir inconscient de trouver du sens là où il n'y en a pas objectivement. Mais Jung est allé plus loin, il a proposé que la synchronicité révèle l'existence d'un principe d'ordre non causal dans l'univers, quelque chose qui transcende complètement notre compréhension mécaniste de la réalité. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a montré que notre système nerveux autonome détecte constamment des signaux de sécurité ou de danger dans l'environnement, bien avant que notre conscience en ait connaissance. Peut-être que les synchronicités fonctionnent de manière similaire, comme des signaux que notre inconscient capte et interprète, créant des résonances entre notre état intérieur et les événements extérieurs. La deuxième loi que Jung a révélée concerne quelque chose que tu vis quotidiennement sans même t'en rendre compte, la tension permanente entre les opposés. As-tu remarqué comment ta psyché semble osciller constamment entre des pôles contradictoires? Un jour, tu te sens plein d'énergie et d'optimisme. Le lendemain, tu sombres dans la mélancolie et le doute. Tu veux l'intimité profonde avec quelqu'un, mais simultanément, tu crains de perdre ton autonomie. Tu aspires au succès et à la reconnaissance, mais une partie de toi sabote tes efforts comme si elle craignait ce succès même que tu désires consciemment. Jung a découvert que cette dynamique des opposés n'est pas un défaut de ta personnalité. C'est une loi fondamentale de la psyché humaine. Il l'appelait l'énantiodromie, ce principe selon lequel toute position psychologique extrême finit par se transformer en son contraire. Plus tu t'identifies exclusivement à un pôle, à une qualité, à une vertu, plus son opposé se renforce dans l'ombre de ton inconscient, attendant le moment propice pour émerger et rétablir l'équilibre. C'est pourquoi les personnes qui affichent une gentillesse extrême et une bonté sans faille explosent parfois en crise de rage incompréhensible. C'est pourquoi les moralistes rigides sont souvent ceux qui tombent dans les scandales les plus sordides. C'est pourquoi tu peux passer d'un amour idéalisé à une haine viscérale pour la même personne, comme si ces deux émotions apparemment contradictoires étaient en réalité les deux faces d'une même pièce psychologique. Ta plus grande force naît toujours de l'intégration de ta plus profonde faiblesse. Jung insistait sur le fait que le but de l'individuation n'est pas de devenir parfait selon un idéal unilatéral, mais de devenir complet en intégrant consciemment tous les opposés qui te constituent. La lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, le rationnel et l'irrationnel, le spirituel et l'instinctif, le personnel et le collectif, tous ces pôles doivent trouver leur place dans la totalité de ton être.
Antonio Damasio a révélé dans ses recherches sur les émotions que notre cerveau fonctionne constamment à travers des oscillations, des balances homéostatiques qui cherchent à maintenir un équilibre dynamique entre les états extrêmes. Quand cet équilibre est perturbé trop longtemps, quand nous restons coincés dans un pôle au détriment de l'autre, la pathologie émerge sous forme d'anxiété, de dépression, de comportements compulsifs. Freud avait déjà identifié cette dynamique avec son concept d'ambivalence, cette capacité de la psyché à éprouver simultanément des sentiments contradictoires envers le même objet. Mais là où Freud voyait principalement un conflit à résoudre, Jung voyait une tension créative à honorer et à intégrer. Les opposés ne sont pas des ennemis qui doivent se combattre jusqu'à ce que l'un détruise l'autre. Ils sont des partenaires dans une danse dialectique qui génère l'énergie psychique nécessaire à la transformation et à la croissance. Marc Aurèle, ce philosophe empereur stoïcien, enseignait que la sagesse consiste à accepter que la vie contient naturellement des contraires, que le bonheur et la souffrance, la naissance et la mort, le gain et la perte font partie du même tissu existentiel. Jung aurait approuvé cette vision, mais il aurait ajouté que l'acceptation ne suffit pas, il faut aussi l'intégration consciente. Quand tu identifies consciemment les polarités qui te déchirent, quand tu cesses de t'identifier exclusivement à un pôle et de rejeter l'autre dans l'ombre, quelque chose de magique se produit. Une fonction transcendante émerge. Une troisième position psychologique qui réconcilie les opposés dans une synthèse créative nouvelle. C'est comme si ton ego cessait de prendre parti dans le conflit intérieur et devenait le témoin conscient de la danse des opposés, créant un espace où les deux polarités peuvent coexister sans se détruire mutuellement. Cette capacité à tenir la tension des opposés sans fuir dans une résolution prématurée est peut-être la compétence psychologique la plus importante que tu puisses développer. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à créer des ponts entre des régions qui fonctionnent normalement de manière indépendante, permettant une conscience plus cohérente et flexible. L'intégration des opposés jungiennes fonctionne de manière similaire au niveau psychologique, créant des connexions entre les parties fragmentées de ton être. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que Jung a découvert que cette loi des opposés s'applique non seulement à ta psychologie individuelle, mais aussi à l'évolution collective de l'humanité. Chaque époque historique développe certaines qualités au détriment d'autres, créant un déséquilibre qui finit inévitablement par provoquer une compensation inconsciente. Notre civilisation occidentale moderne, avec son emphase extrême sur la rationalité, la technologie, le progrès matériel, a créé une ombre collective immense de tout ce qui a été réprimé. L'irrationnel, le mystique, l'instinctif, le féminin, le sauvage. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui une résurgence explosive de ces dimensions refoulées, parfois sous des formes pathologiques comme les conspirations irrationnelles, les fondamentalismes religieux, les mouvements réactionnaires. Joseph Ledoux a démontré que notre amygdale, cette structure cérébrale primitive, responsable des réactions émotionnelles rapides, n'est jamais désactivée par le développement du cortex préfrontal rationnel. Les deux systèmes coexistent, et quand la rationalité domine trop longtemps sans reconnaître les besoins légitimes de l'émotionnel et de l'instinctif, une éruption volcanique devient inévitable. Maintenant, tu peux commencer à identifier les polarités qui te définissent, à remarquer vers quel pôle tu penches naturellement, et à te demander avec curiosité qu'est-ce qui vit dans l'ombre de cette identification. Quelle qualité ai-je rejetée comme indésirable qui cherche maintenant à s'exprimer à travers mes symptômes, mes rêves, mes conflits relationnels? Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux ici, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. La loi des opposés révèle que ton moi conscient n'est pas un absolu. C'est une position relative qui n'existe que par contraste avec son opposé inconscient. Ton identité, cette histoire cohérente que tu racontes sur qui tu es, est en réalité une construction fragile qui dépend du refoulement constant de tout ce qui ne correspond pas à cette narrative.
Jung utilisait le terme persona pour décrire ce masque social que nous portons, cette présentation de nous-mêmes que nous cultivons pour être acceptés par notre famille, notre culture, notre époque. Mais pour chaque qualité que ta persona affiche fièrement, il existe une qualité opposée qui a été bannie dans l'ombre, cette région de ta psyché où résident tous les aspects de toi-même que tu as jugés inacceptables. Le problème, c'est que ces aspects bannis ne disparaissent pas simplement parce que tu les ignores. Ils continuent à vivre dans ton inconscient, accumulant de l'énergie, attendant leur opportunité de se manifester. Et ils se manifestent, toujours, soit à travers des projections sur les autres, soit à travers des comportements compulsifs que tu ne comprends pas, soit à travers des symptômes physiques et psychologiques que la médecine conventionnelle ne peut expliquer. Adler avait identifié un aspect de cette dynamique avec son concept de compensation, montrant comment les sentiments d'infériorité dans un domaine créent souvent une surcompensation dans un autre domaine. Mais Jung est allé beaucoup plus profond, révélant que cette compensation ne se limite pas aux traits de personnalité, elle opère au niveau des archétypes eux-mêmes, ces structures fondamentales de la psyché humaine. La troisième loi jungienne concerne le processus le plus important de toute une vie humaine, celui que Jung considérait comme la véritable vocation de l'âme, l'individuation. As-tu déjà ressenti cet appel intérieur troublant, cette voix silencieuse qui te murmure que tu n'es pas en train de vivre ta vraie vie, que tu portes un masque qui ne correspond pas à qui tu es vraiment dans les profondeurs de ton être? C'est l'appel de l'individuation, ce processus mystérieux par lequel la psyché cherche à devenir ce qu'elle est potentiellement, à actualiser toutes ses possibilités latentes, à intégrer tous ces fragments dispersés en une totalité cohérente et authentique. Jung a découvert que ce processus n'est pas quelque chose que l'ego peut contrôler ou diriger selon sa volonté consciente. C'est plutôt quelque chose qui se déroule à travers l'ego, souvent malgré ses résistances et ses peurs. L'individuation commence généralement à la mi-vie, quand les structures de personnalité que nous avons construites pendant la première moitié de notre existence commencent à se révéler insuffisantes, trop étroites pour contenir la totalité de notre être. Les crises de mi-vie ne sont pas des pathologies, ce sont des invitations de l'inconscient à entreprendre le voyage vers une authenticité plus profonde, à lâcher les identifications rigides de la persona pour découvrir le soi. Cette instance centrale de la psyché qui représente ta totalité potentielle. Devenir qui tu es vraiment demande de mourir à qui tu croyais devoir être. Cette mort psychologique est terrifiante pour l'ego, parce qu'elle implique de lâcher toutes les certitudes, toutes les identifications, tous les rôles sociaux qui nous ont donné un sentiment de stabilité et de sécurité. L'individuation demande un courage immense. Le courage de descendre volontairement dans les régions obscures de ton ombre, de confronter tous les aspects de toi-même que tu as rejetés, de récupérer l'énergie psychique que tu as investie dans le maintien de ta persona. Viktor Frankl, qui a survécu à l'horreur absolue des camps de concentration, a découvert que même dans les circonstances les plus déshumanisantes, l'être humain conserve une liberté fondamentale, la liberté de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. L'individuation est précisément l'exercice de cette liberté au niveau le plus profond. C'est le choix conscient de devenir responsable de ta propre psyché, de cesser de projeter la responsabilité de ton bonheur sur les circonstances externes ou sur les autres. Adler avait identifié quelque chose de similaire avec son concept de style de vie, montrant que chaque personne développe un pattern unique de comportement et d'attitude basé sur ses expériences précoces et ses sentiments d'infériorité ou de supériorité. Mais Jung a révélé que l'individuation va au-delà de la simple adaptation sociale ou du dépassement des complexes d'infériorité. Elle vise la réalisation du soi archétypal, cette image innée de plénitude qui existe dans l'inconscient collectif de chaque être humain. Daniel Siegel a démontré à travers ses recherches en neurobiologie interpersonnelle que notre cerveau possède une capacité remarquable d'intégration, cette fonction qui permet de relier des régions cérébrales séparées en réseaux cohérents et flexibles.
L'individuation jungienne fonctionne de manière similaire au niveau psychologique, créant progressivement une intégration des systèmes psychiques qui fonctionnaient auparavant de manière autonome et souvent contradictoire. Quand tu commences vraiment le processus d'individuation, tu remarques des changements profonds dans ta façon d'être au monde. Tu deviens moins réactif aux opinions des autres, non pas par défense ou par arrogance, mais par un ancrage authentique dans ton propre centre intérieur. Tu développes une tolérance croissante pour l'ambiguïté et le paradoxe, la capacité de tenir simultanément des perspectives contradictoires sans te sentir obligé de choisir immédiatement un camp. Tu deviens plus conscient des patterns qui se répètent dans ta vie, et au lieu de les vivre comme des fatalités externes, tu commences à voir comment ton inconscient les attire ou les crée pour te forcer à confronter ce que tu évites. Les symptômes que tu vivais comme des ennemis à éliminer deviennent des messagers à écouter, des signaux que quelque chose dans ta psyché demande attention et intégration. Ta relation aux rêves change radicalement. Tu cesses de les voir comme des productions mentales aléatoires et tu commences à les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment. Des communications directes de ton inconscient, utilisant le langage universel des symboles et des archétypes. Attends de comprendre ce que cela révèle sur la nature même de l'existence humaine, parce que Jung a découvert quelque chose de profondément subversif par rapport aux valeurs dominantes de notre culture. L'individuation ne consiste pas à devenir quelqu'un de spécial, d'extraordinaire, de supérieur aux autres. Elle consiste à devenir pleinement toi-même, ce qui signifie accepter ta totale ordinarité en même temps que ta singularité absolue. Nous vivons dans une culture obsédée par la performance, le succès, la distinction, l'exceptionnalité. Tout le monde veut être unique, se démarquer, laisser sa marque dans l'histoire. Mais Jung révèle que cette quête frénétique d'extraordinarité est souvent une compensation pour un sentiment profond d'inadéquation, une fuite devant la tâche beaucoup plus difficile d'accepter qui nous sommes réellement, avec toutes nos limites, nos contradictions, nos zones d'ombre. Le soi que l'individuation cherche à réaliser n'est pas un idéal de perfection, c'est une totalité qui inclut nécessairement l'imperfection, l'échec, la vulnérabilité. Richard Davidson a passé des décennies à étudier la neuroplasticité, montrant que notre cerveau conserve sa capacité de transformation tout au long de la vie. Mais il a aussi découvert que les transformations les plus profondes ne viennent pas de l'addition de nouvelles compétences ou qualités. Elles viennent de l'intégration de ce qui était déjà là, mais fragmenté, dissocié, inaccessible à la conscience. Maintenant, tu peux commencer à te poser la question fondamentale de l'individuation. Qui serais-je si je cessais de vivre selon les attentes des autres, selon les scripts sociaux, selon les identifications de ma persona? Qui reste quand on enlève tous les masques, tous les rôles, toutes les histoires que je me raconte sur moi-même? Cette question peut sembler simple, mais elle ouvre un abîme vertigineux, parce que la plupart d'entre nous n'avons aucune idée de qui nous sommes vraiment en dessous de toutes ces couches de conditionnement. L'individuation demande que tu développes une relation consciente avec ton inconscient, que tu apprennes à écouter ses messages à travers les rêves, les symptômes, les synchronicités, les projections. Elle demande que tu acceptes de vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse définitive, avec des paradoxes qui ne peuvent être résolus rationnellement, mais seulement intégrés symboliquement. Elle demande surtout que tu lâches le besoin infantile d'être sauvé par quelqu'un d'extérieur, par un parent, par un partenaire, par un gourou, par une idéologie, et que tu acceptes la responsabilité terrifiante, mais aussi libératrice, de devenir ton propre guide intérieur. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer ta compréhension de ce processus, parce que Jung a découvert que l'individuation n'est pas un voyage solitaire malgré les apparences. C'est un processus qui se déroule toujours dans le contexte de relations significatives avec les autres. La 4e loi révèle précisément comment ces relations fonctionnent au niveau le plus profond, à travers un mécanisme inconscient que Jung considérait comme absolument central, la projection.
As-tu remarqué comment certaines personnes déclenchent en toi des réactions émotionnelles disproportionnées? Comment elles semblent incarner exactement ce que tu admires le plus ou ce que tu détestes le plus intensément? Jung a découvert que ces réactions puissantes ne concernent jamais vraiment l'autre personne en tant que telle, elles concernent les aspects de toi-même que tu as projetés sur cette personne comme sur un écran de cinéma. La projection est un mécanisme inconscient par lequel nous externalisons des contenus psychiques qui nous appartiennent, mais que nous ne pouvons pas reconnaître comme nôtres, généralement parce qu'ils contredisent trop fortement l'image consciente que nous avons de nous-mêmes. Tout ce qui vit dans ton ombre, tous ces traits de caractère, ces émotions, ces désirs que tu as jugés inacceptables et bannis de ta conscience, ne disparaissent pas simplement. Ils continuent à vivre dans ton inconscient, et la seule façon dont ils peuvent se manifester dans ta vie, c'est à travers la projection sur les autres. Quand tu vois quelqu'un et que tu penses immédiatement qu'il est arrogant, manipulateur, faible, égoïste, ou au contraire que cette personne est extraordinairement sage, puissante, lumineuse, charismatique, dans les deux cas, tu es probablement en train de projeter un aspect de ton ombre que tu refuses de reconnaître en toi-même. Ce que tu détestes le plus chez les autres est l'ombre que tu refuses d'accepter en toi. Cette vérité psychologique est si difficile à accepter que la plupart des gens passent leur vie entière à la rejeter, préférant croire que leur jugement sur les autres reflète une perception objective de la réalité. Mais Jung insistait sur le fait que nous ne voyons jamais les autres tels qu'ils sont vraiment. Nous voyons toujours nos propres projections mélangées à la réalité objective de l'autre, et il est souvent impossible de distinguer où finit la projection et où commence la réalité. Freud avait déjà identifié le transfert comme un phénomène central de la relation thérapeutique, montrant comment les patients projettent sur leur thérapeute des aspects de leur relation parentale précoce. Mais Jung a élargi cette compréhension, révélant que le transfert n'est pas limité à la thérapie, c'est un phénomène universel qui colore toutes nos relations significatives. Chaque fois que tu tombes amoureux, tu projettes sur l'autre ton anima ou ton animus, ces images archétypales du féminin ou du masculin sacré qui vivent dans ton inconscient. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te fascine ou te répulse intensément, tu es en train de rencontrer un aspect de toi-même que tu as exilé dans l'ombre. Matthew Lieberman a démontré à travers ses recherches en neurosciences sociales que notre cerveau possède des circuits spécialisés pour comprendre les autres. Mais ces circuits fonctionnent toujours en se basant sur notre propre expérience intérieure, créant une sorte de simulation de ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Cette simulation est nécessairement teintée de nos propres contenus inconscients. La projection n'est pas un défaut de la psyché, c'est un mécanisme adaptatif qui devient problématique seulement quand nous n'en avons pas conscience. Joseph Ledoux a révélé que notre amygdale réagit aux stimuli émotionnels en quelques millisecondes, bien avant que notre cortex préfrontal ait la chance d'analyser rationnellement la situation. Ces réactions rapides sont basées sur des associations émotionnelles apprises, stockées dans notre mémoire implicite depuis l'enfance. Quand nous projetons, nous activons ces patterns anciens, ces schémas émotionnels qui se sont formés dans notre histoire personnelle et même dans l'histoire collective de notre espèce. C'est pourquoi les projections ont souvent une qualité archétypale. Elles ne concernent pas seulement des traits de personnalité individuelle, mais des figures universelles. Le héros, le tyran, le sauveur, la mère dévorante, le père absent, le trickster. Jung avait compris que le travail psychologique le plus important consiste à retirer progressivement nos projections, à reconnaître que ce que nous voyons chez l'autre nous appartient en réalité. Ce processus de retrait des projections est douloureux, parce qu'il nous oblige à confronter des aspects de nous-mêmes que nous avons passé toute notre vie à éviter. Mais c'est aussi incroyablement libérateur, parce que chaque projection retirée te rend un fragment de ton énergie psychique, un morceau de ton âme que tu avais perdu en le déposant chez les autres. Voici ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois comprendre sur les relations humaines.
Tant que tu n'as pas retiré tes principales projections, tu ne rencontres jamais vraiment les autres. Tu rencontres seulement tes propres contenus inconscients, reflétés dans le miroir qu'ils te tendent. Tes relations amoureuses se répètent dans des patterns presque identiques parce que tu projettes toujours les mêmes archétypes sur des partenaires différents. Tes conflits au travail reproduisent les mêmes dynamiques parce que tu projettes les mêmes complexes parentaux sur tes collègues et tes supérieurs. Tes amitiés déçoivent de la même manière parce que tu projettes des attentes irréalistes basées non pas sur qui ces personnes sont vraiment, mais sur les aspects de toi-même que tu as idéalisés et que tu cherches désespérément à l'extérieur. Le chemin vers des relations authentiques passe nécessairement par la reconnaissance de ces projections, par l'humilité de reconnaître que ton jugement sur les autres en dit beaucoup plus sur toi que sur eux. Maintenant, tu peux commencer à utiliser tes réactions émotionnelles fortes comme des boussoles qui pointent vers ton ombre. Chaque fois que quelqu'un te dérange profondément, demande-toi « Quel aspect de moi-même cette personne reflète-t-elle ? Quelle qualité que je refuse de reconnaître en moi suis-je en train de voir chez elle ?» Cette pratique simple mais radicale peut transformer complètement ta façon d'être en relation, parce qu'elle déplace ton attention de la critique de l'autre vers l'exploration de toi-même. Lequel de ces signes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience. Mais il existe une loi encore plus puissante que Jung a découverte, une loi qui concerne quelque chose que tu fais chaque nuit sans même t'en rendre compte. As-tu déjà remarqué comment tes rêves semblent parler un langage étrange, un dialecte d'images et de symboles qui échappent complètement à la logique rationnelle de ton esprit conscient? Jung a passé des décennies à étudier les rêves et il a fait une découverte révolutionnaire. Les rêves ne sont pas, comme Freud le croyait, simplement des réalisations déguisées de désirs refoulés. Les rêves sont la voie royale par laquelle l'inconscient communique avec la conscience, utilisant le langage universel des symboles archétypaux. Chaque nuit, pendant que ton ego dort, ton inconscient produit des images, des scénarios, des drames oniriques qui cherchent à compenser les attitudes unilatérales de ta conscience diurne, à te montrer ce que tu refuses de voir, à t'avertir des dangers psychiques, à te guider vers ton individuation. Les symboles qui apparaissent dans tes rêves ne sont pas arbitraires ou aléatoires. Ils émergent d'un répertoire collectif d'images que toute l'humanité partage, ce que Jung appelait les archétypes de l'inconscient collectif. Ces symboles portent des charges de signification qui transcendent ta biographie personnelle. Ils connectent ton expérience individuelle aux thèmes universels de l'existence humaine, la naissance, la mort, la transformation, le héros, le voyage, la descente aux enfers, la renaissance. Tes rêves ne sont pas des illusions nocturnes, ce sont des révélations que ton inconscient t'offre. Freud avait raison de dire que les rêves utilisent des mécanismes comme la condensation, où plusieurs idées se combinent en une seule image, ou le déplacement, où l'énergie émotionnelle attachée à une idée est transférée à une autre. Mais Jung est allé beaucoup plus loin, en montrant que les rêves ont aussi une fonction prospective. Ils ne regardent pas seulement vers le passé et les conflits infantiles. Ils regardent aussi vers l'avenir et les possibilités de développement. Un rêve peut te montrer où tu te diriges psychologiquement si tu continues sur ta trajectoire actuelle. Il peut t'avertir des dangers que tu ne vois pas consciemment. Il peut te révéler des ressources intérieures dont tu ignorais l'existence. Joseph Ledoux a démontré que pendant le sommeil paradoxal, quand nous rêvons le plus intensément, notre amygdale reste très active, traitant les émotions et les mémoires émotionnelles de la journée. Simultanément, notre cortex préfrontal, responsable de la pensée logique et du jugement critique, est largement désactivé. Cette combinaison permet à l'inconscient de créer des associations libres, de connecter des expériences qui n'ont aucun lien logique, mais qui partagent une résonance émotionnelle ou symbolique profonde. C'est dans cet état de conscience modifié que les insights les plus profonds peuvent émerger, que les solutions créatives aux problèmes insolubles peuvent apparaître. Jung racontait qu'il avait développé sa capacité à travailler avec les rêves en commençant par les siens propres,
tenant un journal de rêve pendant des années, apprenant à reconnaître les patterns récurrents, les symboles personnels, les visites des archétypes. Il avait découvert que certains rêves sont simplement des résidus de la journée, des processages mentaux de routine, sans grande signification. Mais d'autres rêves, ceux qu'il appelait les grands rêves, portent une charge lumineuse, une qualité sacrée qui les distingue immédiatement. Ces rêves archétypaux surviennent généralement au moment de transition existentielle, aux crises de vie, au point de bifurcation psychologique. Ils utilisent des symboles universels qui apparaissent dans les mythes, les contes de fées, les textes sacrés de toutes les cultures, l'eau comme symbole de l'inconscient, le serpent comme symbole de transformation, l'arbre comme axe du monde, la montagne comme lieu de l'ascension spirituelle, la grotte comme ventre maternel du renouveau. Ces symboles ne peuvent pas être décodés intellectuellement comme si c'était un langage secret à déchiffrer, ils doivent être approchés avec imagination active, cette technique que Jung a développée où on entre en dialogue conscient avec les images de l'inconscient. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau construit nos expériences émotionnelles en faisant des prédictions basées sur notre histoire passée et sur les concepts émotionnels de notre culture. Les rêves fonctionnent différemment. Ils nous libèrent temporairement de ces contraintes conceptuelles, permettant à l'inconscient de présenter des configurations nouvelles, des possibilités que notre esprit conscient n'aurait jamais envisagées. Et voici où ça devient vraiment troublant, parce que Jung a découvert que les rêves peuvent parfois être précognitifs, non pas dans un sens paranormal de prédiction littérale du futur, mais dans le sens où ils captent des tendances inconscientes, des dynamiques psychiques en développement, qui finiront par se manifester dans la réalité externe si rien ne change. Un patient peut rêver d'un accident de voiture des mois avant qu'il ne se produise, non pas parce que le rêve voit magiquement le futur, mais parce que l'inconscient du patient a détecté un pattern d'imprudence, de distraction, de pulsions autodestructrices qui augmentent statistiquement la probabilité d'un tel accident. Le rêve est un avertissement, une tentative de l'inconscient d'attirer l'attention consciente sur un danger que l'ego refuse de voir. Maintenant, tu peux commencer à tenir un journal de rêves, notant tes rêves immédiatement au réveil, avant que la logique consciente ne les censure ou ne les oublie. Ne cherche pas à les interpréter immédiatement. Laisse-les simplement résonner en toi. Remarque quelles images reviennent, quels thèmes se répètent, quelles émotions dominent. Avec le temps, tu commenceras à reconnaître le langage particulier que ton inconscient utilise pour communiquer avec toi, les symboles personnels qui portent des significations spécifiques pour ta psyché unique. Tu découvriras que tes rêves te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même, qu'ils voient des aspects de ta réalité que ton ego conscient refuse obstinément de reconnaître. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux dans le royaume des rêves, quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre. Stanislas Dehaene et ses collègues ont révélé que la conscience n'est pas un état binaire, on-off, mais plutôt un continuum de niveaux d'awareness avec différentes qualités et capacités. Pendant le rêve, nous expérimentons une forme particulière de conscience où la réalité interne devient plus vivante et plus réelle que la réalité externe. Dans cet état, les lois habituelles de la physique et de la logique sont suspendues, permettant à la psyché d'explorer des possibilités impossibles dans le monde éveillé. Tu peux voler, respirer sous l'eau, parler avec des morts, te transformer en animal, voyager dans le temps. Ces impossibilités oniriques ne sont pas de simples fantasies aléatoires, ce sont des métaphores de transformation psychologique réelle. Quand tu rêves que tu voles, tu expérimentes symboliquement une libération des contraintes qui limitent ton esprit conscient. Quand tu rêves que tu meurs, tu vis symboliquement la mort d'une ancienne identité et la possibilité d'une renaissance. Jung croyait que les rêves de mort sont parmi les plus importants, parce qu'ils signalent généralement des transformations majeures de la personnalité, des passages d'un stade de développement à un autre.
Viktor Frankl aurait ajouté que même dans nos rêves, nous cherchons du sens, nous créons des narratives qui tentent de donner cohérence à notre expérience fragmentée. Et voici la loi qui explique pourquoi certaines relations te transforment de manière aussi profonde et souvent aussi douloureuse. As-tu remarqué comment tu sembles attirer le même type de partenaire encore et encore, comme si tu suivais un script invisible écrit dans les profondeurs de ton inconscient? Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la dynamique entre le masculin et le féminin, non pas au niveau biologique ou social, mais au niveau archétypal. Chaque homme porte en lui une image du féminin sacré que Jung appelait l'anima, et chaque femme porte en elle une image du masculin sacré que Jung appelait l'animus. Ces images ne sont pas apprises, elles sont innées, inscrites dans l'inconscient collectif de l'humanité. L'anima et l'animus sont des archétypes qui méditent entre notre ego conscient et les profondeurs de l'inconscient. Ils servent de guide vers les dimensions de notre psyché que nous ne pouvons pas accéder directement. Mais ils fonctionnent aussi comme des filtres à travers lesquels nous percevons et nous nous relions au sexe opposé. Quand un homme tombe amoureux, il projette son anima sur la femme réelle devant lui, et il tombe amoureux non pas de qui elle est vraiment, mais de sa propre image inconsciente du féminin sacré qu'il voit en elle. De même, quand une femme tombe amoureuse, elle projette son animus sur l'homme réel, et elle s'éprend de sa propre image inconsciente du masculin sacré qu'elle perçoit en lui. Chaque relation intense est une danse entre ton anima et l'animus de l'autre, ou entre ton animus et l'anima de l'autre. Cette danse commence dans l'enchantement total de la projection, quand l'autre semble incarner parfaitement tout ce que tu cherches, tout ce qui te manque, tout ce qui compléterait ta psyché fragmentée. C'est la phase que nous appelons « tomber amoureux », et elle porte bien son nom parce que c'est littéralement une chute, une perte temporaire de conscience rationnelle, une possession par l'archétype de l'union sacrée. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que dans les états de connexion profonde avec un autre être humain, notre système nerveux entre dans un mode de régulation mutuelle où la présence de l'autre calme littéralement notre système d'alarme interne et active nos circuits de sécurité sociale. C'est pourquoi l'amour romantique se sent comme un retour au paradis perdu, comme une guérison de notre blessure existentielle de séparation. Mais Jung savait que cette phase initiale ne peut pas durer, parce qu'elle est basée sur une projection massive, sur une illusion nécessaire mais finalement insoutenable. Inévitablement, la réalité de l'autre commence à percer à travers l'écran de projection, et nous découvrons avec choc et désillusion que cette personne n'est pas la déesse ou le dieu que nous imaginions. Elle est un être humain ordinaire, avec ses propres blessures, ses propres ombres, ses propres limitations. C'est à ce moment crucial que la plupart des relations échouent, parce que nous interprétons cette désillusion comme une trahison, comme une preuve que nous nous sommes trompés de partenaire, que l'amour était une erreur. Mais Jung révèle que cette crise est en fait une opportunité extraordinaire pour une relation authentique, si seulement nous pouvons retirer nos projections d'anima et d'animus et commencer à voir et à aimer la personne réelle devant nous plutôt que notre propre image archétypale. Ce processus de retrait des projections amoureuses est peut-être le travail psychologique le plus difficile qui existe, parce qu'il demande que nous renoncions à notre fantasme d'être complétés par l'autre, que nous acceptions notre propre complétude et notre propre incomplétude simultanément. Freud aurait parlé de maturation de l'amour, du passage de l'amour narcissique, où l'autre n'existe que comme extension de soi, vers l'amour objectal, où l'autre est reconnu comme sujet séparé avec ses propres besoins et désirs. Adler aurait souligné l'importance du sentiment social, cette capacité à se préoccuper authentiquement du bien-être de l'autre plutôt que de l'utiliser simplement pour compenser ses propres sentiments d'infériorité.
Mais Jung va plus loin en montrant que le véritable travail de l'anima et de l'animus n'est pas d'être projeté sur les partenaires externes, mais d'être intégré consciemment dans sa propre psyché, permettant à l'homme de développer sa capacité de feeling, d'intuition, de réceptivité, et à la femme de développer sa capacité de thinking, d'assertion, d'action dans le monde. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience de ce qui se joue dans tes profondeurs. Maintenant, nous arrivons à la loi la plus profonde, celle qui unifie toutes les autres lois que nous avons explorées. As-tu déjà vécu ces moments rares et précieux où les frontières de ton ego semblent se dissoudre, où tu ressens viscéralement que tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus vaste que ta petite identité personnelle? Ces expériences de connexion transcendante avec le tout ne sont pas des anomalies, ce sont des aperçus de ce que Jung appelait le soi, ce centre mystérieux de la psyché qui représente ta totalité potentielle et qui te relie simultanément à l'inconscient collectif de toute l'humanité. Le soi n'est pas ton ego agrandi, c'est quelque chose de qualitativement différent, une instance transpersonnelle qui transcende et inclut l'ego. Jung utilisait souvent des symboles pour représenter le soi. Le mandala, le cercle, le carré, la croix, tous ces motifs géométriques qui apparaissent spontanément dans les rêves, dans l'art, dans les traditions spirituelles du monde entier comme représentation de la totalité et de l'ordre cosmique. Le soi est le but de l'individuation, mais c'est aussi le processus lui-même. C'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée, l'alpha et l'oméga de ton développement psychologique. Quand tu commences ton voyage d'individuation, c'est le soi qui t'appelle depuis les profondeurs, même si ton ego croit que c'est lui qui prend l'initiative. Et quand tu atteins des moments d'intégration profonde, c'est le soi qui se manifeste à travers l'ego, créant une sensation de complétude, de sens, d'appartenance cosmique. Tu n'es pas une goutte séparée de l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Cette métaphore capture parfaitement la vision jungienne de la relation entre l'individuel et le collectif, entre le personnel et le transpersonnel. Ton expérience subjective unique, avec toutes ses particularités biographiques, ses traumas spécifiques, ses joies personnelles, n'est jamais simplement privée et isolée. Elle est simultanément l'expression d'un pattern archétypal universel, une variation unique sur des thèmes qui résonnent à travers toute l'histoire humaine. Quand tu souffres, tu ne souffres jamais seul. Tu participes à la souffrance universelle de l'humanité. Tu touches quelque chose que des milliards d'êtres humains avant toi ont touché. Quand tu aimes, quand tu crées, quand tu cherches du sens, tu participes aux grandes quêtes archétypales qui ont animé l'humanité depuis ses origines. Jung croyait en ce qu'il appelait l'unus mundus, le monde unitaire sous-jacent où psyché et matière, intérieur et extérieur, sujet et objet ne sont plus séparés, mais forment une réalité unique et indivisible. Cette vision ressemble beaucoup aux insights des traditions mystiques orientales et occidentales, mais Jung y est arrivé non pas par la foi ou la révélation, mais par l'observation empirique minutieuse de la psyché humaine sur des décennies. Richard Davidson a démontré à travers ses recherches sur la méditation et la neuroplasticité que certaines pratiques contemplatives peuvent induire des états de conscience où les frontières habituelles du soi se dissolvent, créant une expérience d'unité avec l'environnement. Ces états ne sont pas des hallucinations ou des dysfonctionnements du cerveau. Ils représentent peut-être une perception plus véridique de la réalité que notre conscience ordinaire fragmentée. Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene ont exploré les bases neurologiques de la conscience, cherchant à comprendre comment l'expérience subjective émerge de l'activité cérébrale objective. Mais même leurs modèles sophistiqués ne peuvent pas complètement expliquer les phénomènes que Jung a documentés. Les synchronicités, les rêves prémonitoires, les expériences de connexion transpersonnelle qui semblent violer les lois connues de la causalité physique. Peut-être que la conscience n'est pas simplement un épiphénomène du cerveau.
Peut-être qu'elle est une propriété fondamentale de l'univers lui-même, et que notre cerveau fonctionne comme une antenne qui capte et module cette conscience universelle plutôt que comme un générateur qui la produit ex nihilo. Cette vision correspond à ce que Jung appelait la psychoïde, cette dimension de la réalité où psyché et matière partagent une nature commune. Viktor Frankl disait que l'être humain est fondamentalement un être en quête de sens, et que le sens ne peut jamais être trouvé en se repliant sur soi-même, il émerge toujours dans la transcendance de soi, dans le mouvement qui nous relie à quelque chose de plus grand que notre ego. L'individuation jungienne est précisément ce mouvement paradoxal, où tu deviens plus pleinement toi-même en te reliant plus profondément au transpersonnel, où tu actualises ta singularité unique en te reconnectant à l'universel. Sénèque, ce grand philosophe stoïcien, enseignait que la sagesse consiste à vivre en harmonie avec la nature, ce qui signifie reconnaître que tu es une partie de l'ordre cosmique, pas une exception à cet ordre. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous sommes tous des membres du même organisme universel, et que ce qui est bon pour l'ensemble est nécessairement bon pour la partie. Ces insights stoïciens résonnent profondément avec la psychologie de Jung, parce qu'ils pointent tous vers la même vérité. La souffrance naît de l'illusion de séparation, et la guérison vient de la reconnaissance de notre interconnexion fondamentale. Maintenant, tu peux commencer à cultiver des pratiques qui t'ouvrent à cette dimension transpersonnelle. La méditation silencieuse qui te permet de sentir l'espace de conscience vaste qui contient toutes tes pensées et émotions. La contemplation de la nature qui te reconnecte au rythme cyclique du cosmos. L'étude des mythes et des symboles qui révèlent les patterns archétypaux universels. Le service aux autres qui dissout les frontières rigides de l'ego. Ce que je t'ai révélé aujourd'hui à travers ces 7 lois jungiennes n'est pas simplement de l'information intellectuelle à accumuler dans ta mémoire. C'est une invitation à transformer radicalement ta façon d'être au monde. La synchronicité t'invite à reconnaître que tu participes à un univers de signification, plutôt que de vivre dans un cosmos mécaniste vide de sens. La loi des opposés t'invite à cesser de fuir tes polarités internes et à embrasser la tension créative qui génère ton énergie vitale. L'individuation t'invite à entreprendre le voyage le plus important de ton existence, le voyage vers toi-même authentique, au-delà de tous les masques et toutes les identifications. La projection t'invite à reprendre responsabilité de ton monde intérieur au lieu de le disperser sur les écrans extérieurs que les autres te tendent. Les symboles et les rêves t'invitent à apprendre le langage de ton inconscient, à dialoguer avec les profondeurs qui te constituent. L'anima et l'animus t'invitent à intégrer les polarités masculines et féminines qui vivent en toi, à cesser de chercher ta complétude à l'extérieur. Et finalement, le soi t'invite à reconnaître ta nature véritable, pas comme un ego isolé et défensif, mais comme une expression unique de la conscience universelle qui anime tout ce qui existe. Ces lois ne sont pas des contraintes qui limitent ta liberté. Ce sont des principes qui, lorsqu'ils sont compris et intégrés, te libèrent des illusions qui causent ta souffrance. Jung a passé sa vie entière à explorer ces territoires mystérieux de la psyché humaine, et ce qu'il a découvert continue de résonner des décennies après sa mort, parce que ce sont des vérités intemporelles sur la condition humaine. Nous vivons à une époque de fragmentation sans précédent, où les individus se sentent de plus en plus isolés, malgré une connectivité technologique constante, où le sens semble s'évaporer, malgré une accumulation matérielle sans précédent, où les crises psychologiques explosent, malgré l'accès à une information illimitée. Cette crise collective révèle précisément ce que Jung avait prédit. Une civilisation qui perd contact avec les profondeurs de l'inconscient, qui réprime systématiquement l'irrationnel, le mystérieux, le sacré, finit par être envahie par ses forces depuis l'ombre, souvent sous des formes pathologiques et destructrices.
La solution ne consiste pas à revenir à un passé prémoderne où l'individu était dissous dans le collectif tribal, mais à intégrer consciemment les dimensions transpersonnelles de notre être tout en maintenant notre capacité de pensée rationnelle et notre autonomie personnelle. C'est précisément cette synthèse créative que l'individuation vise à accomplir, cette réconciliation des opposés qui permet à l'être humain de fonctionner pleinement dans le monde matériel tout en restant connecté aux dimensions spirituelles et transpersonnelles de l'existence. Maintenant, tu comprends que ta psyché est reliée à l'univers entier, que tes rêves parlent un langage qui transcende ta biographie personnelle, que tes relations reflètent des drames archétypaux qui se jouent depuis l'aube de l'humanité, que tes souffrances et tes joies participent à des patterns universels de transformation. Cette compréhension ne diminue pas l'importance de ton expérience unique, au contraire, elle lui donne une dignité et une signification cosmique. Tu n'es pas un accident biologique perdu dans un univers indifférent, tu es une expression consciente de l'univers cherchant à se connaître lui-même. Chaque pas que tu fais vers ta propre individuation, chaque fragment d'ombre que tu intègres consciemment, chaque projection que tu retires, chaque symbole que tu apprends à lire dans tes rêves, contribue non seulement à ta propre guérison, mais aussi à la guérison collective de l'humanité. C'est cela que Jung entendait quand il disait que l'individuation est aussi un processus collectif, que personne ne peut s'individuer seul, que nous portons tous la responsabilité de devenir plus conscients pour le bien de l'ensemble. Le silence intérieur que ces vérités provoquent n'est pas le silence vide de l'incompréhension, c'est le silence plein de la reconnaissance profonde, cette résonance de l'âme qui confirme que tu as touché quelque chose d'essentiel et de vrai. Maintenant, tu as accès à une cartographie de ta psyché qui peut te guider à travers les territoires les plus obscurs et les plus lumineux de ton existence, une boussole intérieure qui pointe toujours vers ton centre authentique. Si cette exploration des lois jungiennes a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre les mystères de sa propre psyché. Quelle loi t'a le plus bouleversé ? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres qui s'engagent dans le travail profond de l'individuation et de la transformation consciente.